On passe directement à la table ronde suivante, et ça sera la dernière de la journée, avant de passer à la conclusion. Sur le thème de Startup, Deep Tech et Laboratoire, quelle passerelle avant et après la création? Pour cela, je vais appeler à nouveau Christopher Humphries. Merci de revenir. Thierry Benvenu, j'espère que je le prononce bien. Emmanuel Malésis, Stéphane Bach, parfait. Patrice Gelin et Xavier Bourdon. Je vous remercie. On peut les applaudir. Je vous remercie. Vous avez une belle trentaine de minutes pour discuter de tout ça. Merci. Très bien, merci de l'introduction. Je suis Xavier Bourdon, responsable du campus d'innovation de Rennes, du regroupement Unir, la future université de Rennes. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde et le thème qu'on a choisi en fait, est d'évoquer avec vous les différentes passerelles qui peuvent être créées et tissées entre les laboratoires de recherche publics et les startups en amont et en aval de la création. Donc c'est un thème qui a été un petit peu abordé, mais pas tant que ça finalement jusqu'à présent. Donc je pense qu'on a bien fait de proposer cette table ronde. Donc à mes côtés, je vais procéder par ordre alphabétique pour ne vexer personne. J'ai Stéphane Bach, qui est chercheur CNRS à la station biologique de Roscoff. Ensuite, Thierry Benvenu, qui est professeur à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Patrice Gelin, qui est responsable du service transfert innovation partenariat du Centre INRIA de l'Université de Rennes. Et enfin, excusez-moi, je termine par la dame qui nous accompagne, mais j'ai dit que je peux procéder par ordre alphabétique. Emmanuel Malésis, qui est responsable... Ah pardon, excusez-moi. Christopher Humphries, j'en oublie Christopher, qui est effectivement fondateur dirigeant de la start-up Malizen. Et puis enfin, Emmanuel Malésis, qui est responsable de la délégation Bretagne-Pays-la-Loire du CNRS. Du service partenariat et valorisation de la délégation Bretagne-Pays-la-Loire du CNRS. Voilà, donc en fait l'objectif de la start-up, c'est peut-être pas tant d'aborder les éléments très techniques de ces passerelles, comment elles se créent, mais plutôt de s'appuyer sur des témoignages, du learning by doing, tant par des structures accompagnatrices qui vont vous parler comment on peut initier et structurer ces passerelles, et puis des chercheurs, entrepreneurs qui vont pouvoir témoigner. Et l'objectif, c'est surtout vous donner envie, effectivement, à votre tour également d'entreprendre, et également à des entrepreneurs dans la salle, de voir comment on peut aussi créer des liens en amont de la création de leur start-up entre leur projet entrepreneurial et puis des laboratoires de recherche. Donc je vais donner la main pour commencer à Stéphane Bach. Donc, comme je viens de dire, tu es chercheur CNRS à la station biologique de recherche. La station biologique de Roscoff. Très bien, donc tu es cofondateur de la start-up CB-Life Biotech qui a été créée en 2019 à Roscoff et qui valorise tes travaux de recherche, issus de la station. Donc la question, en fait, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de toute cette historique de création, en amont, en aval de la création, et quel regard tu portes sur cette création après, je dirais, de 3 années de création? Merci Xavier, bonjour à toutes et tous. Donc, alors, je ne sais pas, j'ai 1 heure devant moi parce que vraiment... Je te couperai. J'ai l'impression que depuis 2019, je vis plus intensément en fait tout ça, et il se passe plein de choses en dehors de ce que je faisais au laboratoire, en plus. En fait. Donc, je suis ingénieur de recherche à la station biologique de Roscoff, et donc je suis en concours scientifique pour soutenir CB-Life. Et en fait, je vais peut-être vous parler de ce qui s'est passé en amont de ce concours scientifique, de la création de la start-up, et puis un petit peu en aval, maintenant, ce qui se passe maintenant, quoi. Donc, CB-Life, ça a vraiment été créé d'une rencontre entre deux chercheurs, en fait, Marie-Thérèse Dimanche-Boitrel, qui est DR INSERM à Rennes, en 2011, donc ça fait plus de 10 ans, qu'elle est venue me chercher à Roscoff, parce qu'elle s'intéressait à la mort cellulaire programmée, et elle voulait travailler sur des enzymes particulières qu'on travaille à Roscoff, des protéines kinases. Elle voulait chercher des inhibiteurs de ces protéines kinases. Donc elle a été chercher la compétence à Roscoff sur une plateforme de criblage, et donc on s'est rencontrés, on a monté un projet pilote, et on a obtenu des premiers résultats très intéressants, puis on a obtenu un financement plus important de l'INCa,
Et c'est ce qui a vraiment permis de lancer réellement ce projet. Donc de l'argent frais, pas mal d'argent, de la RH. On a pu recruter des ingénieurs, Claire, recruter à ce moment-là, qui est CTO maintenant de CB Life. Donc vous voyez, c'est une histoire qui est vraiment s'est installée dans le temps. Et puis on a commencé ce projet, ce criblage. Et on a identifié assez rapidement finalement des molécules intéressantes et pas mal de séries de ces molécules. Et ça, c'est un cas concret. Donc, moi, j'ai l'habitude de screener, donc je fais du criblage. Donc, je crible des milliers de molécules. Donc, j'ai 40 000 molécules différentes dans les congélateurs à Roscoff. Et donc, je les connais pas toutes, hein, mais certaines, oui. Et par contre, ce que je sais, c'est quand j'en trouve une bonne au travers de ce criblage, donc une qui est vraiment très intéressante, ça, je le sais, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, on s'est dit avec Claire, ces molécules-là, elles sont spéciales, quoi. Elles sont très intéressantes. Et puis on a fouillé un petit peu et on s'est dit, faut qu'on aille plus loin avec ça. Et donc on avait déjà cette culture-là de la valorisation. Donc je reviens là-dessus, mais je reprends toutes mes notes dans des cahiers de laboratoire CNRS validés. Donc ça, c'est important aussi pour l'aspect valorisation. Il faut en parler. Et donc du coup, on a déposé des brevets. 3 brevets sur ces molécules, leur application. Et puis on a été accompagné évidemment par le service partenariat valorisation. Donc au départ, j'ai rempli mes déclarations d'invention et on a fait les recherches d'antériorité et puis on a été soutenu par la Southwest Valorisation. Et donc on a voulu aller un peu plus loin, utiliser ces molécules sur des modèles vivos avec Marie-Thérèse ici à Rennes. Et donc on a obtenu un fonds de maturation de la SAT pour avancer dans l'utilisation de ces molécules. Et on n'a jamais été déçus en fait. Donc à un moment on se dit il faut aller plus loin, jusqu'où on va. Et puis on se pose la question. Donc on espère que des boîtes. Alors il y a 2 possibilités. Soit il y a des plus grosses sociétés qui vont prendre des licences sur ces brevets. Soit les molécules sont des molécules de rupture. Et on se dit là très clairement, il faut peut-être qu'on travaille encore sur l'activité de ces molécules pour les amener plus loin. Et d'où l'idée. Alors c'est vrai qu'il y a une culture entrepreneuriale à la station biologique de Roscoff. Hein. On a parlé des marinas. Il y a d'autres sociétés qui ont émergé de la station. Et puis donc l'idée de créer une société. Et puis alors là, on s'est regardé avec Marie-Thérèse et elle me dit tu te lances, je me lance. Nous, on voulait rester dans nos laboratoires. Donc il y avait ce dispositif concours scientifique, on va y venir après. Et puis donc il nous fallait quand même, on parlait de la notion d'équipage. Donc il nous fallait un capitaine pour diriger cet équipage. Et puis Morgane, vous l'avez entendu ce matin, moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle nous a contactés. Et en 2017, fin 2017. Et ça, il faut de la chance. Hein. Donc, donc là, une mission, ça a été de la convaincre de se lancer dans ce projet. Donc ça, c'est un point important. Puis c'est une certaine satisfaction de l'avoir maintenant dans CB Life, parce que je me suis dit, j'ai réussi à la convaincre aussi de monter, de lui expliquer tout ce qu'on faisait, qui peut paraître des fois très dans les labos, mais bon. Et donc voilà, elle a tout de suite été emballée. Puis maintenant c'est très, très agréable. Et puis donc il y a eu cette création, puis il y a eu le concours scientifique à mettre en place. Alors là, j'ai été accompagné par le service partenariat valorisation, et puis d'un process qui peut paraître très administratif, très compliqué. Et moi, je suis là aussi pour vous dire que c'est assez simple. On me disait, il y a des choses à respecter, des statuts constitutifs de la société à produire lors du compte. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de timing à ce moment-là. Peut-être que Emmanuel va en parler, mais en tout cas, ça s'est très très bien passé. Donc moi, je passe une journée par semaine, donc 20% de mon temps, à soutenir CB Life pour à apporter mon expertise dans la chémobiologie et à soutenir CB Life pour aller rechercher des fonds. Donc Morgane, elle m'appelle quand elle a besoin de moi. Moi, je suis force de proposition aussi, en lui parlant de choses et d'autres pour orienter et soutenir CB Life. Et il y a vraiment cette continuité, en tout cas entre le laboratoire et la société. Donc c'est vraiment une position qui est très très agréable et qui est offerte par nos organismes. Donc c'est une chance aussi de pouvoir aller vers un concours scientifique.
Très bien, je te remercie. Stéphane, je vais me tourner vers Emmanuel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, responsable partenariat et valorisation de la délégation Bretagne Pays de la Loire du CNRS. Alors, c'est justement ton service qui a accompagné le processus de création de Stéphane, donc, comme il l'a évoqué dans le cadre de la création de CB Life. Alors, comment le CNRS en amont accompagne en fait ces chercheurs et dans le cadre de leur projet entrepreneurial et finalement comment vous tissez ces liens en amont de la création pour accompagner le plus efficacement possible vos chercheurs. Bonjour à tous. Donc effectivement, hein, comme l'a indiqué Stéphane, ça marche pas très bien. Donc au CNRS, comme dans d'autres organismes, hein, on accompagne les chercheurs qui sont désireux de s'investir dans la création de start-up, notamment via le concours scientifique. Le concours scientifique, c'est une possibilité, ça a déjà dû être évoqué, mais c'est une possibilité qui est offerte par la loi, en fait, de pouvoir s'investir dans une création d'entreprise. Alors aujourd'hui, il y a encore plus de souplesse qu'à l'époque de Stéphane, parce que ça peut aller jusqu'à 50% de son temps, tout en gardant donc une activité au sein du laboratoire. Donc pour tous les chercheurs qui sont désireux de s'impliquer dans la création sans pour autant en être dirigeant, c'est quand même une opportunité. Et aujourd'hui, il est possible dans ce dispositif d'ailleurs d'occuper quasiment toutes les fonctions au sein de l'entreprise, hormis évidemment celle de dirigeant. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc effectivement, on a accompagné Stéphane pour la mise en place de ce concours scientifique en établissant donc une autorisation qui est délivrée sur à la base d'un certain nombre de documents évidemment et puis d'un contrôle déontologique interne. Mais c'est vrai que comme tu le disais, ça reste quand même finalement assez simple et surtout assez courant. Voilà. Après, au-delà de cet aspect accompagnement plutôt RH qui permet quand même de contribuer à consolider l'équipe pilote du projet de création d'entreprise, il y a aussi des accompagnements quand même financiers qui existent, qui ont été évoqués d'ailleurs. Alors, au niveau du CNRS, on propose un financement en pré-maturation pour les résultats qui sont vraiment amont. Notamment pour valider une preuve de concept, pour aller développer une technologie en vue d'une application plus ciblée ou élaborer une stratégie de propriété intellectuelle. Et donc, ce financement va pouvoir ensuite être complété par un financement en maturation, qui sont des financements donc, apportés par les SATT, dont la Southwest Valorisation. L'avantage de ces financements, outre le fait qu'ils sont très complémentaires, c'est qu'ils sont quand même assez largement ouverts à toute finalement la communauté des chercheurs et enseignants-chercheurs au sein des unités mixtes de recherche, et donc qui vont permettre finalement de faire aboutir, enfin de couvrir la chaîne un peu de valorisation jusqu'à aboutir à une technologie finalement transférable et exploitable pour la start-up. Très bien, merci. Je vais me tourner vers toi, Christopher. Donc, tu es fondateur, dirigeant donc, de la start-up Malizen. Donc, c'est une start-up que tu as créée à Rennes en 2020, qui valorise en fait les résultats de ta thèse que tu as soutenue en 2015. Donc, la question, c'est finalement comment tu es passé d'un doctorat, de quelqu'un qui fait de la recherche finalement au profil entrepreneur, et comment tu as décidé, finalement, est-ce qu'il y a eu des leviers de décision qui t'ont dit à un moment, ou des rencontres qui te sont dit, voilà, pourquoi j'entreprendrais pas à partir des résultats de ma thèse? Quel était finalement ton parcours, ton processus finalement de réflexion intellectuelle, personnelle qui ont fait que tu es parti sur cette aventure entrepreneuriale? Ok. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été passionné par la technologie. C'est la capacité de la technologie à augmenter les gens qui l'utilisent. Donc, c'est presque comme si on donnait des pouvoirs aux gens. Et puis, la science, tout ce qui est technologie, chercher, avancer les choses, ça m'a vraiment toujours passionné. Donc, mes parents m'ont donné un ordinateur quand j'avais 7 ans et j'ai bidouillé avec jusqu'à ce que je décide de partir en chimie à la fac. Donc, j'aurais pu continuer à Roscoff, mais finalement, je suis quand même retourné en informatique. Et j'ai fini dans tout ce qui est utilisabilité, interface, vraiment m'attentionner finalement aux gens et comment les gens utilisaient des outils informatiques.
Et donc à Rennes, c'est beaucoup de SN, c'est beaucoup de sociétés de services. Je me suis dit, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment pousser les choses. Et donc, un peu par hasard, j'ai fini dans une équipe de cybersécurité où là, réellement, il y a des problématiques de terrain. Donc tout à l'heure, on parlait de technologie. Nous, quand il y a un problème géopolitique, ça nous concerne. Donc très récemment, quand il y a un problème en Ukraine, ça veut dire que nos clients ont des problèmes et que du coup, nous, on n'arrive plus à les faire décrocher le téléphone. C'est vraiment être en plein dans l'action des choses. Donc j'ai été financé par la DGAMI pour chercher des nouvelles technologies, pour venir en aide à ces gens-là. Moi, je suis aussi très fan de science-fiction, et d'ailleurs mon cofondateur aussi. Et à chaque fois, on regardait les équipes, on voyait les outils qu'ils avaient. C'était pas loin, c'était pas des Minitel, mais c'était pas loin quand même. Et on regardait Minority Report et on se disait c'est quand même très bête. Hein. On est chercheurs, c'est un peu notre mission de fabriquer des nouvelles technologies, et donc on va faire ça. Donc on a fabriqué plein de choses, on a exploré plein de technologies, et quand est arrivée l'étape suivante, donc il y a un peu un discours là, il y a toujours une étape naturelle, c'est de devenir enseignant-chercheur. Et là, je me suis dit, oups, je vois beaucoup trop de technologies finir sur une étagère. Ma mission, c'est quand même avant tout d'apporter ces technologies dans la main de personnes à qui ça va faire du bien. Et donc, on s'est dit, plutôt que de devenir enseignant-chercheur, on va monter la start-up. Donc l'objectif, moi j'ai toujours eu cette envie de monter quelque chose qui m'appartienne et que je puisse pousser et que ce soit mon projet. Mais finalement, l'objectif pour moi, c'est pas tellement de monter la start-up. Et la start-up, c'est le moyen qui permet d'emmener de la technologie sous forme de produits industrialisés chez des personnes à qui ça va vraiment servir. Et donc derrière, c'est tout un enchaînement naturel. C'est trouver les personnes avec qui travailler. Là, j'ai pris un bout de temps à trouver les personnes qu'il fallait. Naturellement, je me suis tourné vers l'INRIA. Donc ça fait un super segue pour toi, Patrice, après. Je me suis aussi tourné vers le pool, évidemment. C'est aussi vers Simon, mon cofondateur, qui est devenu mon CTO derrière, qui lui aussi est très très fan de science-fiction. D'ailleurs, on en parlait beaucoup trop, mais aussi beaucoup plus que moi de cybersécurité pure et dure et de machine learning. Et ça veut dire que lui a pu faire ce travail de CTO. Moi, je suis devenu CEO. Et donc, derrière, j'ai dû apprendre plein d'autres choses parce qu'une thèse, c'est pas suffisant. Donc, je suis passé par le M Lyon, Rennes School of Business. Je suis devenu comptable aussi. Pas à 100%, mais juste assez pour faire le métier. On parlait tout à l'heure d'apprendre plein de métiers, il faut tous les apprendre. Et puis on a aussi, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui est devenu COO derrière, qui était Chief of Staff dans une entreprise avant et qui nous a appris énormément de choses. Donc c'est vraiment tout un parcours. C'est guidé par ce fil rouge de la technologie doit servir pour familiariser, pour améliorer la vie des personnes, les augmenter, les accélérer, les mettre au contrôle. Et je rajouterais plus que ça, dans notre cadre particulier en cybersécurité, c'est essayer de ne pas les remplacer, mais justement de les remettre dans la boucle et de les mettre au contrôle. D'accord. Donc au niveau de la formation, c'est plutôt des formations qui sont venues progressivement au fur et à mesure des besoins, plutôt que d'aller initialement rechercher des compétences externes, donc, mais avec une vraie volonté d'avoir ce lead sur la techno pour t'assurer finalement qu'elle puisse être exploitée, que tu puisses en fait contrôler quelque part finalement la mise sur le marché du produit. Est-ce que ça répond un petit peu à cette envie que tu avais ? Oui, c'est en partie de la curiosité, puisque pour être chercheur, pour être entrepreneur, faut être tenace, faut être curieux, il faut toujours chercher l'étape suivante et rajouter des compétences pour savoir s'il y a quelque chose à faire. Donc évidemment, il y a la partie compétences. Donc pendant ma thèse, on parlait de formation tout à l'heure, des choses qu'on peut apprendre en plus. Moi, j'ai fait business plan, pilotage de programmes européens, plein de choses comme ça, juste au cas où ça me servirait. Et ensuite, à chaque fois qu'il y avait un problème à régler, il fallait apprendre cette compétence. Et donc, c'est les passages par les différentes écoles, les différentes formations pour apprendre la compta, le marketing, comment bien pitcher, comment raconter une histoire, comment tout faire autour de la technologie. Donc, il y a j'ai cette capacité de pouvoir comprendre la technologie et de pouvoir me projeter dessus. Et en apprenant les autres métiers, on fait le lien entre tous ces différents métiers et ça nous permet de vraiment faire ce métier d'entrepreneur. On voit les possibilités, les opportunités et on sait comment dérouler l'histoire et ensuite potentiellement recruter les personnes, mais surtout piloter un projet comme on parlait d'équipage tout à l'heure. D'accord. Juste dernière question, où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau de
la mise au point du produit, du service. Et est-ce que vous entretenez toujours des relations avec le laboratoire, avec ton dit directeur de thèse? Quelles sont finalement cette passerelle aussi peut-être que vous continuez à entretenir avec le laboratoire et au niveau des choses importantes qui sont finalement commencer à générer du chiffre d'affaires, peut-être lever des fonds? Où est-ce que vous en êtes sur cette dimension entrepreneuriale? Ouais, alors, si l'objectif, ça a été toujours d'emmener de la technologie entre les mains des personnes et que ça arrive à faire du bien et à accélérer les gens, on s'est dit que la première technologie, c'est la nôtre. Il faut que celle-là, on puisse la sortir, mais évidemment, il y en aura d'autres derrière, donc il faut finalement créer ce pont. Et donc, on a tout de suite financé une thèse cyberdéfense qui est restée dans l'équipe, liée à l'équipe de recherche et qui travaille sur d'autres sujets. Et le plan, c'est de continuer d'en financer, d'en avoir plus en plus. Tout à l'heure, Kai Labs nous parlait de nombre de chercheurs qu'ils ont chez eux. Je pense qu'on a à peu près la même motivation, à ceci près qu'eux, ils font de l'optique et nous, on fait de la cyber et on devrait travailler ensemble. La première partie de la question, que j'oublie toujours quand il y a deux questions, est-ce que tu peux me la rappeler ? Plus par rapport où vous en êtes au niveau du lancement de la société. Vous avez été créé en 2020, Ouais. 2 ans après, mis sur le marché du produit, levée de fonds potentielle. Oui, alors oui, effectivement, il y a toutes les cases levées de fonds, tous les projets dans lesquels on a investi. Donc, tout à l'heure, je parlais de logo. On a cherché à vraiment être accompagné le plus possible et à chercher la complémentarité dans les accompagnements. Ça passe par l'équipe de recherche, par l'INRIA pour rester proche de la technologie. Ça passe par la partie business avec le pool. On est aussi passé par l'incubateur. C'est aussi les différents programmes qui vont nous rapprocher du métier. Donc, on a fait Cyber at Station F, on est dans le Cyber Booster, on est plein de choses avec cyber dedans. Aujourd'hui, on est 9, on cherche à être 10. Il y a la case levée de fonds, donc qu'on cherche actuellement. Et nos premiers clients, finalement, étaient les personnes qui avaient vraiment besoin de la technologie, c'est la défense. Donc on construit cette triptyque de rester proche de la recherche, rester proche de la défense, mais rester dual, puisque nos premiers clients sont aussi ceux qui sont industriels, qui ont des centres opérationnels et les équipes de réponse. Aujourd'hui, on est sur nos premiers programmes pilotes, puisque finalement, qui dit Deep Tech, dit beaucoup de développement technologique et de compréhension de finalement la technologie qu'on a fabriquée, quel est le produit qui correspond à ça, comment ça peut emmener le bien, comment on peut le packager, comment on va le modéliser et mettre en place tout ce qui est autour de ça pour que ça puisse faire le plus de bien derrière. Très bien, merci. Je vais passer à toi, Patrice. Donc, tu es responsable donc, du service transfert, innovation, partenariat du centre INRIA de l'Université de Rennes. Donc, c'est justement ton service qui a accompagné Christopher pendant un petit moment sur la création. Et la question un peu plus générale, peut-être pour prendre un petit peu de recul, c'est comment l'INRIA continue à accompagner ses chercheurs et ses startups issus de ses laboratoires en amont finalement aussi de la création. Alors, on les accompagne. Alors, on les accompagne en amont et en aval. Alors, on peut commencer par la fin. Enfin, la fin, le début de leur histoire et la fin de notre boulot, peut-être. Tout bêtement, pour des projets qui sortent du laboratoire, donc qui sortent du centre, d'une des équipes de recherche du centre ou de plusieurs, comme le projet de Christopher, on continue à les héberger après la création. Bon, pour Christopher, ça ne nous a pas coûté très cher, parce qu'il s'est créé juste avant le confinement. Donc, mais autrement, on continue à les héberger pendant la durée qui leur va, avec une limite max de 2 ans. Et donc à assurer les services de fonctionnement de base qui peuvent être considérés comme accessoires, mais qui sont importants quand on démarre, parce que à côté des compétences en comptabilité, etc., il y a aussi les compétences en logistique qu'il faut acquérir quand on s'installe dans son coin, et ça permet de le soulager. Et puis en plus, c'est sympa dans notre labo, donc c'est très bien. Et puis, le fait d'avoir une proximité dans le labo, ça permet... alors quand c'est possible, effectivement, il y a des projets, enfin des jeunes entreprises qui démarrent des chiffres avec les équipes de recherche d'où elles viennent. Mais parfois, une cifre, c'est un peu trop long terme ou un peu trop lourd pour une entreprise qui se crée. Et nous, à ce moment-là, on dimensionne le support scientifique qui est juste nécessaire pour faire avancer l'entreprise dans son calendrier à elle
et pas dans notre calendrier à nous de transfert techno. Donc on voit toujours le besoin de l'entreprise et puis on adapte une solution, quoi. Et alors j'en profite pour dire que le cas facile, c'est le cas où on a des jeunes entreprises qui sont sorties de nos équipes de recherche parce qu'on connaît bien les loustiques, et donc ça fonctionne bien. Mais même si ça se fait moins couramment, on essaye aussi, dans la mesure du possible, d'aider des jeunes entreprises qui sont pas nécessairement issus de laboratoires, hein, c'est juste des gens, enfin juste entre guillemets, des gens qui ont une très bonne idée, qui l'ont lancée avec de la techno dans l'état de l'art, mais qui se rendent bien compte que pour passer à l'échelle ou pour être plus visible, il va falloir aller chercher des choses au-delà de l'état de l'art. Et à ce moment-là, on peut les aider. Et on les aide en essayant de répondre au mieux à leurs besoins, toujours pareil, dans le calendrier qui leur va, quoi. Et on n'essaye pas de leur caser une test chiffre, par exemple. Si c'est un stagiaire qui va bosser avec quelqu'un qui est déjà qualifié chez eux pendant 6 mois, bah, ce sera ça, quoi. Avec un support de chercheurs permanents aussi. Voilà. Très bien. Donc, et vous répondez régulièrement à ces réponses, à ces entrepreneurs qui peuvent porter des projets de création d'entreprise. Alors, ouais. Est-ce que c'est des demandes qui peuvent arriver, notamment avec la richesse de l'écosystème Ouais, tout à fait. On est régulièrement sollicité et c'est très très bien. Il faut surtout pas qu'il y ait de... Enfin, il faut pas que les gens hésitent à nous solliciter. En revanche, nous, on a comme règle de n'intervenir que s'il y a un besoin de techno au-delà de l'état de l'art. Comment on le définit, ce truc-là? C'est que si une techno ou des technos sont enseignés dans les écoles d'ingénieurs actuellement, ben, on considère que c'est dans l'état de l'art. Et donc, on n'intervient pas. On peut mettre, quand ce sont des gens qui ne connaissent pas le domaine, on peut les mettre en relation avec les bonnes écoles ou les bonnes filières dans les bonnes écoles pour qu'ils puissent aller draguer des jeunes ingénieurs et les recruter. On revient au sujet précédent. Et si c'est au-delà de l'état de l'art, eh bien, on construit avec eux quelque chose, quoi. Et donc, ça, c'est vrai pour des gens qui ont déjà créé leur entreprise, mais c'est aussi vrai en amont de la création. Si quelqu'un vient nous voir, si quelqu'un qui n'est pas issu du labo vient nous voir avec une bonne idée, qui a besoin d'une techno qui est juste... pour l'instant, enfin qui n'est pas une techno justement, qui correspond juste à des résultats scientifiques qui sortent et qui n'est pas une techno dans l'état de l'art, eh bien on va, dans la mesure du possible, le faire rentrer dans notre processus. Enfin, on a un programme qui s'appelle Startup Studio, INRIA Startup Studio, et à ce moment-là, on fait rentrer ces gens-là dans ce programme, quoi. Une question qui n'était pas prévue, mais est-ce que ça peut arriver justement que ce soit aussi des docteurs comme Christopher, qui finalement, il y a un autre sujet qui arrive, peut-être d'autres idées, enfin, qui n'étaient pas en lien avec leur thèse, et peut-être vous pouvez les accompagner sur le développement de l'idée en s'appuyant sur des compétences. Est-ce que c'est des cas qui peuvent aussi arriver? Alors, notre seule limite, c'est notre champ de compétences. Enfin, je ne parle pas du mien parce qu'il est vraiment limité, mais le champ de compétences d'INRIA, on est dans les sciences du numérique. Donc, si quelqu'un vient nous voir avec une super idée, mais où la techno importante, discriminante, c'est de la chimie, ben, on va l'orienter vers des gens qu'on connaît bien. On ne va pas lui dire fous le camp, on ne veut pas te voir. On va lui dire, attends, on va chercher les bonnes personnes. Ça ne sera pas nous, on va chercher les bonnes personnes, quoi. Voilà. Mais autrement, tant que c'est dans le champ du numérique... Bien sûr que... Et en plus, on sait bien que quelqu'un va arriver avec une idée, et puis en creusant les choses, en général côté business plutôt, hein, on se rend compte que l'idée initiale a été super, mais en fait, il vaut mieux la réorienter vers autre chose. Et voilà, c'est la vie, quoi. Et... nous, on se donne... alors, il y a des cas graves, hein, comme celui de Christopher, où en fait, on reste longtemps ensemble. Mais on se donne, en général, 18 mois pour bien aider, vraiment opérationnellement, les porteurs de projets,
C'est quelques mois avant d'intégrer le Startup Studio pour formaliser l'idée, essayer de formaliser au moins l'idée, quoi. Qualifier l'envie de la personne, parce que nous, on aide vraiment des gens. Alors pour revenir à ta question, on aide des gens qui ont une envie entrepreneuriale. Il faut que l'idée soit pas complètement stupide quand même, mais on sait bien que l'idée va bouger. En revanche, la personne, elle va pas bouger. Donc si elle vient nous voir parce qu'il y avait de la lumière, mais qu'elle n'a pas vraiment tellement envie de se lancer dans une création d'entreprise, bah là, on va être réservé, quoi. En revanche, si elle a très envie d'y aller, Aurélien, c'était le cas, par exemple. Aurélien Liol, il avait vraiment très envie de créer. Il ne savait pas trop sur quoi, mais il avait très envie de créer. Bon, bah, super. Donc, à partir du moment où les gens, on a qualifié cette envie et un peu l'idée, ben, on rentre dans le programme Startup Studio. Et le programme Startup Studio, en pratique, c'est on salarie les gens pendant 1 an, quoi. Et on ne les laisse pas faire que de la techno. Hein. On leur casse les pieds pour développer leur projet côté business, quoi, construction de business. Et s'il faut faire de la techno, et même pas mal de techno, on a des moyens pour les aider, pour avoir d'autres ingénieurs qui vont les aider à faire le boulot, quoi. Voilà. Et puis après la création, enfin après la fin du Startup Studio, en général, il n'y a pas une création immédiate, on continue à les accompagner. Alors ça peut être 3 mois, 6 mois, un peu plus longtemps, mais on y arrive. Très bien, merci. Donc je me tourne vers toi, Thierry. Donc toi, tu es professeur à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Donc tu as fondé en 2016 la société Surfagreen, donc à Rennes, qui valorise tes travaux de recherche menés au sein de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Donc est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes l'historique de la création et comment, 6 ans déjà après la création, quel regard tu portes sur cette expérience que tu vis actuellement en tant que chercheur-entrepreneur? Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, Surfagreen a été créé en fin 2016 donc pour valoriser des travaux de recherche menés à l'École de chimie de Rennes, hein, près de 15 années de travaux de recherche. Alors, sur le développement des tensioactifs. Alors, les tensioactifs, ce sont des molécules et des ingrédients que vous trouvez dans plein de domaines industriels, et en particulier, on pense au secteur de la cosmétique, de la détergence ou du BTP. Alors, notre innovation qui a été justement à l'origine de la création de la société a été justement de proposer des versions 100% biosourcées de ces tensioactifs, c'est-à-dire ce sont des versions issues 100% de ressources végétales, alors à la fois marines et terrestres, et produites par des procédés de chimie, mais chimie verte et chimie bleue, avec un point important, c'est un profil environnemental et de toxicité nettement inférieur à ce que vous pouvez trouver avec les tensioactifs pétrosourcés du marché. Avec en plus, ici, la valeur ajoutée, c'est une meilleure performance et surtout de nouvelles fonctionnalités qui sont justement apportées par la nature de ces ressources végétales utilisées. Alors, comme tu l'as dit, je suis cofondateur de la société. Je suis rentré dans le capital de Surfagreen dès sa création, donc en 2016. Et je bénéficie justement d'un concours scientifique qui me permet de consacrer donc 20% de mon temps, c'est-à-dire une journée par semaine, à une activité de conseil dont j'accompagne Surfagreen pour justement valoriser les technologies brevetées du laboratoire dont la société a acquis bien sûr les licences. Alors Surfagreen, je dirais, c'est le résultat d'un cheminement qui a pris plusieurs années et qui s'est construit donc petit à petit. Alors plusieurs facteurs ont permis justement la création de la société. Je dirais que le premier, c'est les nombreux partenariats industriels qu'on avait mis en place déjà au niveau du laboratoire. Deuxième point important, c'est le dépôt des brevets. On a même déposé la marque Surfagreen avant même la création de la société. Et également, on a créé en 2011 une business unit, donc à l'école de chimie. L'idée, c'était de tester un peu le marché et aussi de répondre à des sollicitations d'industriels qui voulaient tester nos produits. Enfin, je dirais le point le plus important, c'est l'accompagnement, notre accompagnement, qui s'est fait par l'école de chimie de Rennes, bien entendu, mais aussi par Bretagne Valorisation et par tous les projets de maturation qui sont mis en place et qui effectivement ont été soutenus par exemple par Rennes Métropole, par le Conseil régional de Bretagne et surtout par la SAT Ouest Valorisation. Donc ça, c'est un premier point important qui nous a amené jusqu'à la création de l'entreprise. Et puis, une des étapes cruciales, ça a été d'identifier et de rechercher le porteur entrepreneur, justement, de façon à ce qu'il soit capable de porter l'ambition de notre projet, puisque notre projet, c'était de produire à grande échelle
et par chimie verte, effectivement, ces nouveaux composés tensioactifs biosourcés, c'est-à-dire qu'on se positionnait dans un marché où on pouvait trouver justement les grands acteurs de la chimie, d'où l'importance d'avoir effectivement un porteur entrepreneur qui a une expérience, notamment à l'international, pour effectivement développer les activités de la société. Alors, autre point positif, c'est qu'on a pu, sur Surfagreen, a pu bénéficier très rapidement d'une levée de fonds, qui a été apportée par 2 fonds d'amorçage donc régionaux, Go Capital notamment en Bretagne, l'Assad West Valorisation, mais également les cofondateurs ont investi dès le démarrage de la société. Alors, qu'est-ce qui m'a amené finalement à me lancer dans ce projet de création d'entreprise? Il y a plusieurs raisons. Je dirais que la première, c'est mon goût naturel, donc ça a déjà été dit pour l'innovation, tout simplement pour la valorisation. Un point important également, c'est la chance d'avoir fait les bonnes rencontres au bon moment. C'est vrai que j'ai pu bénéficier finalement de l'accompagnement de personnes qui ont su justement bien me conseiller et aussi, un point important, me soutenir dans les moments les plus difficiles, parce qu'il y en a. Et enfin, dans mon cas, je dirais que c'est l'envie de découvrir un milieu un peu différent de celui dans lequel j'ai exercé, notamment tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et le développement industriel. Donc voilà finalement les éléments que je considère importants qui m'ont amené jusqu'à me lancer justement dans ce projet de création d'entreprise. Alors maintenant, si tu veux, sur les aspects peut-être depuis la création de l'entreprise, le regard que je peux porter et les avantages que j'y trouve en tant qu'enseignant-chercheur, depuis la création de Surfagreen, je dirais que je suis impliqué très activement dans le développement de la société en tant que consultant scientifique. Et cette implication a des conséquences directes justement sur mes activités de recherche au niveau du laboratoire. Alors, quelles retombées on fait concrètement? 5 programmes de recherche sont mis en place, donc entre la start-up et le laboratoire. Alors de diverses natures, je dirais, simplement, mais c'est un point important dans un laboratoire, le financement de thèse. Mais également, ça a permis au laboratoire d'être impliqué dans des projets de grande importance. Donc notamment, on est impliqué dans un projet accompagné par l'ADEME qui s'appelle BINNOV dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Et donc c'est un projet qui, financièrement, mais également scientifiquement, a permis au laboratoire effectivement de pouvoir développer son savoir-faire. On a également des projets, plus récemment, c'est des travaux de R&D, également dans le cadre du plan France Relance. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, m'ont permis effectivement de m'impliquer à la fois sur l'activité de la société, tout en gardant, on l'a déjà dit, mes activités de chercheur et de pouvoir effectivement travailler toujours sur les prochaines innovations. Alors, ce que je voulais dire également, effectivement, c'est l'équilibre, la question qui peut se poser, comment peut-on atteindre un équilibre entre justement les activités classiques d'un chercheur dans un laboratoire et cette activité de conseil justement délivrée auprès de la société? Alors je dirais que dans mon cas, ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Alors certes cadré par le concours scientifique, puisqu'on a un temps qui est maximum que l'on peut consacrer à la société. Et un autre point, je dirais, important dans mon cas aussi, c'est une chance aussi, c'est la proximité géographique de Surfagreen, puisque Surfagreen loue des locaux à l'école de chimie. Donc ça a permis effectivement de faciliter les passerelles effectivement, entre mes activités de recherche et justement mes activités de conseil auprès de la société. Cher panéliste, il va nous falloir conclure. Oui. On a bien dépassé le timing. Tout à fait. Bien effectivement, on avait complètement terminé. Il me reste à remercier la bienveillance et la disponibilité immédiate de tous les intervenants, je tiens à le souligner, qui ont accepté de prendre du temps. Ce n'est pas toujours simple, mais je pense que les témoignages étaient importants pour essayer de vous convaincre que le parcours entrepreneurial est très intéressant. C'est un challenge intéressant à relever et je ne peux que vous encourager à relever ce challenge et aussi vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Merci à tous.